O-News Radio sur outremernews.fr. Légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guyane, actualité. Je vous l'ai dit, toute la semaine, on vous envoie au 13e Festival du Livre International. Je rappelle, c'est ce week-end, du 28 au 30 novembre. Ça se passe au Zéphyr. Et on en profite pour saluer tous ceux qui nous... Depuis hier, on en parle. Hier, on avait un écrivain sur le plateau. Il vous donne rendez-vous également au Salon du Livre. Il vous racontera l'expédition de Kourou. Et aujourd'hui, 3 invités sur le plateau du Grand Forum. Toujours les invités de ce 13e festival. Serge Billet est avec nous, Armand Gauze est là également, Jean-Paul Delfino fait partie de nos invités du Grand Forum. Serge Billet, bonjour, comment ça va ? Bonjour Gilles, très bien, toujours content de revenir en Guyane. Oui, c'est vrai, et c'est un plaisir aussi de vous recevoir. Armand Gauze, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Bah ouais, ça va. Bienvenue chez moi. C'est un peu chez moi aussi. Oui, oui. Tu sais qu'avant, les 2 continents étaient collés. Ils étaient collés ? Bah oui, et donc la partie guyanaise, là, on peut la faire correspondre avec la partie ivoirienne. Bon. Donc ça se trouve, on est des cousins du Crétacé de l'époque. La Côte d'Ivoire, c'est quelque chose, hein ? Ah oui, on en a beaucoup parlé ici, en 93, 94 absolument. depuis. Et dernièrement encore... le batteur Paco Seri Sixon, il était là. Ben oui, voilà. Il était là, précisément, puisqu'il est venu avec Sixon. Et ils ont fait un beau concert. Et d'ailleurs, quand on parle de Côte d'Ivoire, nous avons notre Guyanaise, Miss Guyane, qui est en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Oui, j'ai beaucoup posté. Elle était heureuse. J'ai jamais vu. Quand elle est arrivée à l'aéroport, elle s'est mise déjà à se déchaîner sur du Magic System. C'était extraordinaire. En fait, ça coule dans ses veines. Parce que Guyane, Côte d'Ivoire. C'est vous avez raison. On est des cousins du Crétacé. On verra ça tout à l'heure. Jean-Paul Delfino, bonjour, comment ça va ? Mais ça va parfaitement. Merci d'être là et d'être dans le Grand Forum aujourd'hui. Je le disais, c'est la fête du livre, des écrivains, de tous ceux qui nous proposent tellement de choses qui nous permettent la réflexion également, ou l'évasion aussi. Voilà, un livre, c'est fait pour ça aussi. C'est ma première question, messieurs, Serge Billet, Armand Gauze et Jean-Paul Delfino. Vous écrivez pourquoi ? Pour qu'on s'évade, pour qu'on comprenne, pour qu'on réfléchisse ? Dites-nous. Moi j'écris d'abord parce que je sais pas si je sais écrire, mais tout ce que je sais c'est que je ne sais pas ne pas écrire. Donc c'est une phrase un peu compliquée. Mais non, pour moi la littérature est une chose extrêmement simple, c'est transmettre de l'émotion, et la Guyane est une terre gorgée d'émotions. Et une terre qui a énormément de fantômes. Donc moi en tant qu'écrivain, il était franco-brésilien, je précise, il était normal que je sois là, et ça fait 13 ans maintenant que je suis tombé amoureux de la Guyane. Comme tout amoureux, on ne connaît jamais complètement son amoureuse, donc je découvre chaque jour qui passe. Très bien, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure avec Guyane, avec S. Très important. Et Jaguar, d'ici quelques instants. Serge Billet. Moi, j'écris pour transmettre l'histoire, la mémoire, et c'est vrai que je suis content de revenir en Guyane parce que c'est ici que tout est parti. Quand je suis arrivé ici en 93, et que je suis allé, par la grâce de mes collègues de RFO Guyane, à l'époque on était à la rue de Vèze, qui m'ont dit, comme tu es d'origine africaine, va sur le fleuve. Et c'est quand je suis arrivé sur le Maroning que j'ai découvert tous les Bushinangais. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Absolument. Combien de livres depuis ? 30. Waouh, 30. Le premier ? Quelle année ? Le premier, d'abord en 93, j'ai fait le film, j'ai organisé le voyage retour des Bonnies sur la Côte d'Ivoire, et j'ai commencé à écrire le premier livre, et sorti en 2005. C'était Noirs dans les camps nazis, sur la déportation des Noirs dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'un des derniers, justement, je suis revenu à mes premières amours, puisque l'un des derniers, c'est Bonnie, voilà. Ok, très bien. Et puis le premier mousquetaire noir également. Tout à fait. Premier mousquetaire noir. Oui, Agnaba, qui a été un protégé de Louis XIV, qui arrivait de Côte d'Ivoire et qui était un prince, et qui a été envoyé comme... N'en dis pas plus. Voilà. À tout à l'heure. Armand Gauze, pourquoi vous écrivez ? Moi, j'écris pas contre. J'écris juste, en fait. J'écris juste parce que c'est difficile de motiver pourquoi t'écris. Donc voilà. Mais en réalité, nous, en tout cas moi, je considère que je suis issu d'une civilisation de conteurs. Donc voilà, donc je suis dans ce cadre, dans cette tradition-là, avec des moyens nouveaux aujourd'hui.
Voilà, donc d'ailleurs, ça permet de créer des styles. J'écris pour la beauté du geste, surtout. À l'époque, on racontait des histoires pour la beauté du geste. C'est important de partager la beauté, parce que c'est la beauté qui rend intelligent. C'est la beauté qui permet aux gens de se dire « Ah, c'est pas mal ça. Ouais, il dit quoi même, en fait ?» Et donc voilà, donc le cerveau, c'est un truc qui marche à deux pieds, le pied de la beauté et le pied de l'intelligence. Donc, voilà. Comment vous êtes là en ce moment? Comment vous vous sentez lorsqu'il y a des festivals, par exemple, moi j'organise des festivals de jazz, et franchement il y a une sorte d'émulation comme ça, on est ensemble, il y a les musiciens qui se rencontrent, il y en a qui se connaissent, il y en a qui se rencontrent, il y a toute une ambiance autour d'un festival. Là c'est le 13e festival du livre international. Comment vous aimez, je sais que vous aimez les festivals, qu'est-ce que vous aimez dans les festivals? Il y a la rencontre, mais il y a peut-être autre chose, dites-nous. Moi, je me sens pas totalement inutile, ce qui est déjà pas mal. Le festival commence jeudi, mais je viens de passer une semaine à Papaichton. Oui. Hier encore, j'étais à Saint-Georges. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Donc, j'ai rencontré des gamines, des gamins, pour qui la littérature est un continent inconnu. Et mon rôle à moi, enfin notre rôle à nous, c'est aussi de se tourner vers la jeunesse, essayer de leur décoller les yeux des écrans et faire en sorte de dédramatiser ce qu'est la chose écrite. Donc pour moi, c'est toute la phase préparatoire avant la fête du festival de Cayenne. C'est essayer de prendre les gamins avant qu'ils soient complètement abrutis, abasourdis par tout l'avalanche d'images qui les submerge. Donc je crois que c'est extrêmement nécessaire quand on fait un festival de se tourner d'abord par le biais d'ateliers d'écriture vers les enfants ou les jeunes adultes. Après oui, on peut promener le linge dans les allées du salon et faire des dédicaces, mais ça c'est la cerise sur le gâteau. Serge Villet. Moi c'est le plaisir de rencontrer le public, parce que bon, Gauze et moi, on était il n'y a pas très longtemps à Abidjan, il est venu manger chez moi. Oui. Donc c'est vrai que souvent on est content de retrouver des personnes que l'on connaît dans d'autres situations, de découvrir aussi d'autres écrivains. Mais c'est d'abord la rencontre avec le public. Moi je vis quasiment dans une bulle quand j'écris, c'est-à-dire que je suis loin des gens, je suis dans mon univers, mais sortir de cette bulle de temps en temps pour rencontrer les gens, pour écouter leurs questions, pour savoir ce qu'ils attendent de nous, j'aime ça. Entre auteur et autiste, il n'y a pas une grosse différence. On est d'accord. Et vous? Moi, je crois en l'équipe, en fait. J'ai pas l'impression que je suis dans une bulle, contrairement à Serge. J'ai l'impression que chaque fois que j'écris une phrase, même si elle semble personnelle, c'est que je la joue en équipe, je l'écris parce que je sais que la personne qui va la lire va la comprendre, en fait. Je fais absolument confiance à l'intelligence. Et puis, dans les festivals comme ça, donc je préfère d'ailleurs festival à salon. Oui, festival, ouais. Et dans les festivals comme ça, il y a toujours un esprit de groupe comme ça qui s'est créé. On reconstitue une espèce de communauté de pensée, d'art et de beauté. Et ça, c'est rare donc voilà, régulièrement, faire des festivals comme ça ramène à ça, quoi. Ça te ramène dans l'équipe. Ça te fait jouer en équipe. Et ouais, moi, j'adore ça. Combien de livres? 8, je crois. Et vous? 70. Bon, voilà, Et je suis entre les deux, moi j'ai honte. Voilà. C'est très intéressant. C'est que 30 romans. Bon, alors, justement, parlons-en. Jaguar, et puis Guyane. Jaguar, d'abord, pour nos auditeurs. En gros, ça parle de quoi? En gros, c'est un thème universel. Le premier à en avoir parlé, c'est Socrate, qui disait qu'on a un cheval blanc, un cheval noir dans la tête, on a la démesure et la raison, il faut essayer de faire en sorte qu'ils se réconcilient l'un avec l'autre. Donc j'ai transposé ça dans l'univers du côté de Papaichton et Maripasoula, et j'ai remplacé les chevaux par les jaguars. Voilà pour Jaguar. Voilà, c'est un album jeunesse magnifiquement illustré, vu que c'est pas moi qui fais les illustrations, je peux le dire. Et vraiment, ça rend une Guyane qui est peut-être un peu trop onirique, mais qui esthétiquement est vraiment réussie, je pense. Guyane avec S. À Guyane, et vous dites que c'est important le S. Oui, parce que pour moi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas qu'une Guyane, de la même façon qu'il n'y a pas qu'une population. Entre les Hmong, les Aloukou, les Djouka, les Bushinengue, les Amérindiens, il y a plusieurs Guyanes. Et en fait, je suis tombé de ma chaise quand j'ai compris, en faisant les recherches, 1 an et demi de recherche avant d'écrire une ligne, qu'il n'y avait jamais eu de roman historique solide sur la Guyane. Il a fallu que ce soit moi qui le fasse, et là, je me suis amusé à voir quelles étaient dans les années 1870,
parce que j'aime bien qu'un roman historique soit contemporain, quels sont les liens entre la structure pyramidale de l'époque et la structure pyramidale d'aujourd'hui, et je dois dire que rien n'a changé. Donc je suis pas un pourfendeur de l'homme blanc et de la toute-puissance parisienne. En revanche, je ne parle que de ce que je connais. C'est-à-dire, j'ai fait venir 3 personnages qui sont 3 candides, qui viennent de France et du Brésil, et c'est à travers leurs yeux qu'on découvre la Guyane. J'ai pas voulu jouer au Guyanais, on m'a proposé de me traduire des dialogues en créole, mais là, ça aurait été faux. Ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de montrer à la fois la beauté, la complexité, la laideur, l'humanité, l'amour qu'on trouve en Guyane, mais d'une façon, encore une fois, c'est une façon amoureuse. Je suis tombé amoureux de cette terre, j'ai reçu 3 gros prix, et là je vais faire une suite, ça y est, je l'ai signé, et parce que j'ai trouvé une véritable histoire sur le contesté brésilien, sur notre ami Jules Gros, qui était soit un fou furieux, un utopiste, soit un escroc complet, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est arriver à tisser des liens entre le passé et le présent, parce que on n'est que le résultat de toutes les actions que l'humanité a menées avant nous. On parla de la Guyane tout à l'heure, avec vous 3 d'ailleurs. C'est qui ce premier mousquetaire noir, Serge? Dis-nous. Il s'appelait Aniaba, c'était un prince de la Côte d'Ivoire. Ah, mais j'ai envie de dégommer ça, mais je vais le laisser finir. Ok. Je vais le laisser finir. Okay. On a rarement l'occasion de faire ça, donc là, aujourd'hui, on est bien là. Ça va pas bien se passer. Mais ça va être cool. Non, il y a pas. C'est ouvert là. Non, il y a pas de problème pour moi. Et donc, il était envoyé donc à l'époque de Louis XIV en France. Il a rencontré Louis XIV au château de Versailles. Il a demandé à se faire baptiser, et Louis XIV l'a pris comme son protégé. Il l'a envoyé comme mousquetaire en Picardie, mousquetaire dans un régiment de cavalerie. Et à partir de là, il est parti faire la guerre du côté de la Belgique. Dans le régiment du Hainaut. Oui, tout à fait. Et il était devenu un peu comme comment dirais-je, pas un espion, mais comme quelqu'un dont Louis XIV a voulu se servir pour revenir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, et ça s'est pas très bien passé. Très bien. Et si vous voulez connaître la suite, eh bien le livre, il sera disponible au salon. Hein. J'espère. D'accord. Très bien. Serge, c'est toi qui as écrit sur... je sais plus si c'était un Martiniquais du Titanic ou quoi. Oui, c'était un Haïtien, le seul passager noir du Titanic, qui s'appelait Joseph Laroche, et qui a une histoire tragique parce que il quitte son pays très jeune, il va faire ses études à Beauvais, il devient ingénieur, il travaille dans la construction du métro parisien, donc il trace les lignes du métro parisien, et il décide de rentrer chez lui à cause du racisme, parce qu'il n'a plus de travail, et donc là il prend ses billets sur le paquebot France avec ses 2 enfants et sa femme, et en allant prendre ses billets, une fois qu'il a pris ses billets, il apprend qu'il ne pourra pas manger à bord avec ses enfants, qui seront séparés. Donc là, il se fait rembourser ses billets pour prendre un billet sur le Titanic. Quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! Non, mais j'ai vu ça, effectivement. C'est magnifique. Il y aura plusieurs livres au salon? Oui, il y aura plusieurs livres. Il a Yasuke aussi. Non, mais on va y revenir. Il a tous les premiers Renois. Non, mais justement. Alors, j'ai l'impression que c'est là-dessus que Armand Gauze veut dégommer. Non, c'était sur Aniaba. Si, Aniaba. Alors, Aniaba. Non, si Aniaba particulièrement. Moi, je déteste les histoires de princes, en fait. C'est toujours des histoires de gens qui dominent, dont on connaît l'histoire. Pour moi, Aniaba, c'était pas du tout un prince. La première des choses, c'est que quand on chope un noir au XVIIe siècle, c'est contre son gré, évidemment. Donc déjà, il était enlevé, arraché de sa culture. Moi, ça, c'est une certitude qu'on peut dire. Il a pas fait coucou les blancs. Mais vas-y, et si je partais. Mais là, bon, puisqu'on fait un débat. C'est un débat. Non, dans le grand forum. Ce qu'il faut bien savoir. Le grand forum. À l'époque, il y avait un peuple donc dans cette région de la Côte d'Ivoire qui s'appelait les Éotilés. Et donc Aniaba est le fils d'une reine qui s'appelle la reine Ba, et donc il était donc le prince, et les Éotilés ont accueilli un autre peuple qu'on appelle les Essouma. Et les Essouma ont fini par prendre les armes et par dominer les Éotilés, et que c'est comme ça qu'à l'époque, comme en France, on a fait des otages. Et donc le prince Aniaba, qui était fils de la reine Ba, a été pris en otage par les Éotilés. Il est devenu un peu le protégé du frère du roi, et c'est comme ça qu'il est envoyé en France. Bon, voilà. Donc c'est un prince. Donc polémique historique. Armand Gauze, c'est un prince. Non, regardez la gueule du roi des Éotilés au XVIIe siècle. Il y a 14 cases. On vend le truc de Disney là, en fait. En permanence. Il faut un roi, un prince, des princesses en Amérique. Donc ça veut dire que vous n'avez pas aimé les films avec les princes d'Afrique. Non, mais ce qu'il dit est gênant, parce que nous avions évidemment pas que je veux pas aimer un truc comme ça. Armand, nous avions des royautés quand même en Afrique. Oui, mais allez vous faire voir avec vos royautés. Quand vous parlez de royauté, vous parlez d'une personne et de sa petite famille. Mais personne ne connaît l'histoire du peuple
peuple derrière. D'ailleurs, notre histoire, elle est totalement tronquée puisqu'elle est subdivisée en succession de royaumes et d'empires. L'empereur Kanko Moussa, et etc., etc. Mais c'est une forfaiture totale. Non, je suis pas d'accord. C'est une forfaiture totale. On en a rien à foutre de ce. Pourquoi vous dites ça? Mais ça existait. Ben oui, ça existait. Il y avait des royaumes. Mais non, mais il n'en veut pas, mais ça existait. Regardez. Allons-y. Non, mais c'est intéressant. Regardez. Les mecs Vous pouvez rentrer dans le débat. Mais les mecs qui racontent l'histoire, ce sont des historiens blancs qui sont issus, laissez-moi finir, qui sont issus d'une culture blanche occidentale de l'Europe. D'accord? Et eux, ils ne peuvent concevoir l'histoire que par la luette, par la fenêtre de leur propre histoire à eux. Donc quand ils décident de raconter l'histoire, ils cherchent à voir les correspondances avec eux, leur histoire. Donc ils cherchent des rois, ils cherchent des empereurs, ils cherchent des empires. Moi, je peux vous dire... ça existait. Non, je peux vous dire avec certitude, au 15e siècle, quand tu prends l'empire du Mali, mais vraiment, vous avez l'habitude d'entendre ça. Aujourd'hui, vous allez entendre un truc différent. Ok. Le roi du Mali, de l'empire du Mali, dans son fin fond de la savane malienne, quand on dit qu'il a des sujets sur la côte sénégalaise ou bien en Guinée-Bissau, ça n'a aucun sens. Il n'a aucun moyen de pratiquer son pouvoir. D'accord? Les gars, ils prennent juste des référents culturels qu'ils mettent dans la même ère géographique de la même époque. Et d'ailleurs, Kizerbo, un historien burkinabé qui a contribué à répandre cette idée de l'histoire par la luette des empires. Ce mec, il a sur la fin de sa vie, il a reconnu que il y a eu un biais, ça s'appelle un biais cognitif. Je peux me permettre de dire quelque chose? Mais évidemment, si tu veux bien. Donc vous n'avez pas aimé ce film-là? Mais allez, vas-y, Woman King. Alors, ne me parlez même pas de ça. Allons-y. Ne me parlez pas de ces chauffeurs, de ces coureuses de esclaves. Ça a rendu fier. Non, là, je peux le comprendre. Mais bon, mais ça rend fier. Non, moi, je peux le comprendre. À la différence de lui, c'est que moi, je suis allé habiter à Tombouctou. Tombouctou, pour ceux qui le savent, c'était la grande cité médiévale, donc au Moyen-Âge. Et à Tombouctou, nous avons des ouvrages qui ont été écrits par des historiens soudanais dès le XIIIe siècle, pas par des historiens blancs. Ils n'avaient pas encore le rapport avec les Européens. Donc, ce sont des historiens soudanais qui ont écrit ces ouvrages qui étaient manuscrits et qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui ont été préservés par l'UNESCO. Et dans ces ouvrages-là, ces choses sont racontées non pas par des blancs, pas par des Soudanais noirs eux-mêmes. Donc, moi, je veux bien. Tombouctou qui devient très vite une grande capitale de l'esclavage arabo-musulman. Non, mais bien après. Il n'en reste pas moins que ces écritures-là sont le fait d'historiens de Tombouctou qui sont des Soudanais et qui sont noirs. Oui, mais qu'est-ce qui vous rend fier dedans? Non, mais moi, le fait que des gens écrivent eux-mêmes leur histoire. Moi, je ne suis pas dans la fierté. Ah non, attends, Gilles, je ne suis pas dans la fierté. Moi, je suis là dans la restitution de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu. Voilà, j'étais à Tombouctou, j'ai vu ça. Voilà, j'en ai parlé. Très bien. Woman King, on en parle? Moi, je parle pas des vendeuses je parle pas d'une armée d'élite spécialement formée pour attraper des esclaves et les vendre. Voilà. Bon, c'est des films, c'est pour faire. Oui, ça fait des films. Mais oui, mais vous comprenez. Non, mais c'est une vision américaine. C'est une vision américaine. Est-ce que vous comprenez le fait de la fierté derrière ça? Tous ces films-là qui rendent fier un peuple. Mais c'est intéressant. Ce que dit Armand n'est pas... Non, moi, je suis pas nègre, mais je trouve qu'on est en train de se faire passer au laminoir par... Tout à l'heure, tu parlais de Walt Disney. On est en train de se faire passer au laminoir par cette espèce de fierté. Alors, il faut être fier d'être nègre, il faut être fier d'être femme, il faut être fier d'être trans, il faut être fier d'être vegan. Lâchez-nous. Arrêtez de nous emmerder avec ça. Si on commençait par être fier d'être intelligent et d'être ce qu'on est déjà nous-mêmes. Donc moi, pour moi, tout ça, ce sont des nuages de fumée qu'on met sur ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé avant. Aujourd'hui, on nous préfabrique des héros. Et moi, ça m'intéresse pas. Tous mes personnages, y compris dans Guyane, sont des personnages qui sont issus soit du pouvoir, soit du sous-prolétariat. Et ce qui m'intéresse, ce sont les chocs qu'il peut avoir là-dedans. Donc, en ce qui concerne la traite négrière, j'ai dit ce que j'avais à dire dans Zumbi, c'est le premier roman qui traite de l'esclavage au Brésil. Il a encore fallu que ce soit un petit blanc comme moi qui fasse ça, ce qui est totalement absurde. Ce livre est sorti en 2009.
Et il a fallu attendre 2009 pour qu'on écrive un roman sur l'esclavage au Brésil. Donc je crois en fait qu'il faut surtout essayer d'arrêter de s'imaginer que parce que on est trans, on est meilleur que les autres, on est nègre, on est meilleur que les autres, on est blanc, on doit se poignarder. Tout ça, c'est binaire, c'est absurde. Non, c'est bien, il faut se poignarder quand même un peu. Il y a du passif lourd, donc oui, mais de temps en temps il faut se fouetter. Oui, il faut se fouetter, mais de toute façon quand on écrit, c'est aussi pour dénoncer, c'est aussi pour dire que le monde ne va pas. Si le monde allait bien, on n'écrirait pas. Je crois que tous les trois, on serait en train de pêcher l'Aïmara ou on serait en train de descendre le fleuve. Si on écrit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Raconter des histoires, bien sûr. Mais lorsque Serge Billet écrit, c'est quoi le nom du premier mousquetaire noir ? Agnaba. Lorsque Serge Billet met aussi en avant cet Haïtien qui prend le Titanic, il y en a eu tellement d'autres. Oui, mais moi quelque part, Serge Billet. Moi, je cherche pas des princes, moi. Non, moi, je sais. Mais quelque part, c'est mettre aussi en avant le côté intellect du noir. Non, mais non, dans certains livres, dans beaucoup de livres. Non, parce que c'est que du haut niveau. Non, les samouraïs, l'ingénieur blanc. C'est du haut niveau que d'être un samouraï. Non, bah bien sûr. C'est du haut niveau que d'être. Intéressant. Non, c'est du haut niveau aussi que d'être un passager du Titanic. C'est du haut niveau que d'aller parler des Saramacca, des Bonnie à travers le livre Bonnie. Ça c'est autre chose. Non, mais c'est pour te dire. Le passager du Titanic, quelque part, c'est montrer aussi sa classe sociale. Mais c'était pas ça le but. Mais c'était pas ça le but, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Mais non, que des gens, mais on retient ça, des gens puissent être fiers de telle chose. Ça, à la rigueur, j'ai dit, c'est moi qui ai vécu en Guyane, qui ai vécu à la Martinique, qui connaît le poids de l'histoire, comment est-ce que vous l'avez subi ici, qui sait aussi comment est-ce qu'on a chosifié les gens et comment est-ce que quelque part on les a emmenés à se détester eux-mêmes, là, ce qu'on appelle la honte de soi. C'est vrai. Je peux comprendre qu'à un moment donné, contrairement à Gauze qui est en Afrique ou bien à d'autres qui sont ailleurs, qu'il y ait quelque part une envie de fierté. Ça, je peux le comprendre. Bien sûr. Et c'est la moindre des choses, parce que si on ne comprend pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris l'âme de ces pays-là. Maintenant, après, qu'on soit là à déconstruire pour dire, c'est pas seulement la fierté, mais c'est aussi la connaissance, et que cette connaissance nous emmène aussi à considérer que nos enfants sont les égaux des autres, et puis que nous devons penser l'avenir tout en nous adossant sur le passé. Ça aussi, je peux le comprendre. Je suis d'accord. Mais je ne cherche pas une fierté malsaine, ou bien je ne cherche pas à allumer une flamme particulière. Je cherche seulement à dire aux gens, nous ne sommes pas moins que les autres, nous ne sommes pas plus que les autres. Nous sommes des hommes qui avons une histoire, qui avons un passé et qui avons un présent et un avenir. Donc c'est tout ce que je cherche à raconter, en tout cas en ce qui me concerne. Très bien. Armand Gauze, avant de continuer, parce que le débat est intéressant, parlez-nous de Les Portes. Ah, Les Portes, c'est mon dernier bouquin. Ah bah oui. C'est vrai. C'est c'est mon dernier bouquin, parce que juste après, j'ai sorti un autre livre de photos. D'accord. Mais c'est mon dernier roman. Je reviens sur 1996 à Saint-Bernard, lorsque 300 l'église Saint-Bernard. À l'église Saint-Bernard, dans le 18e, à Paris, lorsque 300 Africains ont occupé l'église pour demander des papiers. Parce que la loi avait changé. Pour demander des droits, parce qu'ils vivaient là en France, parce qu'ils élevaient leurs enfants en France, et que comme seule réponse, après 3 mois d'occupation, l'État français leur a envoyé 2000 CRS. On n'avait jamais vu ça depuis la rafle du Veldiv. Exact. 2000 CRS pour défoncer les portes d'une église, en direct quasiment à la télé et à la radio ce jour-là. Et donc voilà, donc je reviens sur ces 300 personnes-là. Il y a aucun prince dedans, il y a aucun prince africain. Il y a que des monsieur tout le monde, des monsieur Jean Foutre, etc. Ou bien de Mamadou, Mamadou Koné, etc. Et qui disait juste une chose. Nous on n'est pas là parce que on est là parce qu'on veut aussi, on est là parce qu'on a créé des familles et on n'est pas des clandestins, parce que c'est comme ça qu'on appelait les gens avant. Absolument. Les gens qui n'avaient pas de papier. On n'est pas des clandestins, nous avons un défaut de papier. Et donc cette lutte a été montée par une nana qui s'appelle Madjiguène Cissé, qui était la plus âgée de toute la bande d'ailleurs à cette époque-là. Et Madjiguène Cissé, elle invente littéralement le terme sans papier. Et ça rentre dans... C'est là que c'est sorti ? Bah oui, ça vient de là. Ça vient de là, ouais. Ça vient de là. Elle invente le terme sans papier. C'est-à-dire qu'elle met un mot exact, plus ou moins exact, sur une situation claire, qui dit pas que t'es clandestin, que t'es genre, on te criminalise pas dans les termes. Les papiers, c'est quoi? C'est que dalle. Ça change pas ton humanité, en fait. Et de toute façon, on est tous la somme de migration et d'immigration. Donc voilà, donc je reviens, donc du coup, c'est un espèce de livre choral
où tout le monde parle, en fait. Ok. Et la seule figure qu'on dégage, et encore il faut très avancer dans le livre, qu'on dégage, c'est Madjiguène Cissé, mais pour le coup, la parole est totalement horizontale, comme sous l'arbre par là en Afrique. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de chef. On a bien compris. Il n'y a pas de prince. Il insiste. Hein. Il a bien compris. Mais chez les Bonny, sur le Maroni, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de prince américain non plus. Non. Les portes, pourquoi les portes? Parce que les portes, c'est symboliquement. Déjà, en Bambara, par exemple, les portes, ça se dit da, c'est la bouche. Ok. Mais c'est aussi la porte. C'est aussi le témoignage, celui qui montre. La porte, c'est une fragilité dans une forteresse. Une porte, c'est une fois que la porte est tombée. Voilà, tu peux mettre tout, tu peux pas t'enfermer que de murs. Tu es obligé de mettre une porte. Et la porte dit qui est dedans et qui est dehors. La porte définit comment on rentre, comment on sort. La porte, c'est l'endroit qui connecte le monde quand on s'enferme. De dedans à celui de dehors. Et puis la porte, c'est la porte de l'Europe aussi. C'est la porte de l'Afrique, c'est la porte du souvenir. Voilà, c'est symboliquement c'était ça que je voulais prendre. Et puis la porte qu'on a défoncée, que les CRS. Et la porte de l'église. Et la porte du non-retour aussi. La porte du non-retour, on va revenir dessus avec vos Women King et on va revenir. Non, c'est pour le provoquer, c'est juste pour le provoquer. J'ai bien compris. Pour ceux qui vont apprendre à vous connaître, Armand Gauze, vous ne faites pas qu'écrire, vous faites plein d'autres choses également. En 2 mots, votre CV pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille pour pas dire mon CV. Pardonnez-moi. Non, tout va bien. Non, mais je fais aussi de la photo. Oui. Là, en ce moment, j'ai une exposition qui s'appelle VNPI, Vieux n'est pas injure, qui est un regard sur la vieillesse, justement. Oui. J'ai photographié des vieux de mon village et des villages alentours. Oui. En partant sur un truc, quand je suis arrivé en France pour la première fois, j'ai vu une vieille dame rentrer dans le métro. Je me suis levé naturellement, pour lui laisser la place. Elle m'a presque considéré comme si je l'insultais, en fait. Mais non, ça va, je suis debout. Je comprends. Et alors que moi, à 30 ans déjà, on m'appelait vieux père en Afrique. Le truc, c'est ceci. En Europe, l'Europe, c'est 85 ans de moyenne de vie. Il y a des vieillards partout quand tu débarques à Paris, à Berlin, où il y a des vieillards partout. Mais on ne parle jamais de vieux. Quand ils vieillissent, on les cache dans des maisons de retraite, ou bien l'espace public est rempli d'images autour du jeunisme, que des produits pour rajeunir, pour ne pas avoir des rides et tout ça. Donc, on parle de la jeunesse tout le temps dans un continent de vieux. Et en face de ça, en Afrique, c'est exactement le contraire. Il y a des jeunes partout. On a l'impression d'être dans un jardin d'enfants, mais tout le monde parle de la vieillesse, de l'âge, des vieux, tout ça. Tu vois pas de vieux. Très bien. Tu vois pas de vieux. Parce que les gens meurent. Les vieux meurent, tout simplement. Donc l'idée, c'était de revenir un peu sur ce truc-là. Donc, vieux n'est pas injure. Donc livre, photo, cinéma? Ouais, j'ai écrit une série pour Canal Plus Afrique qui s'appelle Eki saison 2, 12 épisodes de 40 minutes, là qui passe là en ce moment. Okay. En début d'année, j'ai joué dans une série que j'ai coécrit, Niabla, un thriller noir, qui se passe à Abidjan. Ouais. C'est pas un prince, hein? Non, c'est pas un prince, c'est un policier alcoolique. C'est un policier. Tu le cherches, hein? Ah ben oui, c'est normal. Mais il a raison, il a compris ce que je veux dire. C'est un policier alcoolique qui cherche la rédemption. C'est un prince de la bouteille. À travers une jeune métisse franco-ivoirienne, un peu perdue dans la ville. Ok, très bien. Et puis j'ai écrit autre chose. Ok, et plein d'autres choses. Une monographie sur Aboudia, un peu. Ok. Là, qui est sorti là. Et je l'ai réquisitionné pour m'écrire le livret d'une comédie musicale. Waouh. Le livret sur le fameux samouraï. Ok. Voilà. Donc je vais en profiter pour dégommer 2-3 trucs. Alors, là j'ai le droit. Question sur la Guyane. Il est 12h20, vous êtes dans le grand forum. Nous sommes avec Serge Billet, Armand Gauze et Jean-Paul Delfino. Et c'est un plaisir de discuter avec tous ces écrivains qui vous donnent rendez-vous du 28 au 30 novembre. Ça se passe aux Zéphyrs. C'est le 13e festival du livre international. La Guyane, le rapport avec la Guyane, c'est intéressant parce que il y en a qui découvrent la Guyane, ceux qui l'ont vécu, qui sont repartis, et d'autres, côté Brésil également. Jean-Paul Delfino, quel est votre rapport avec la Guyane? Qu'est-ce que vous aimez en Guyane? Ou que vous n'aimez pas?
Mais je parle toujours de pays comme je parle des femmes, c'est une relation amoureuse. Donc, en fait, ça fait 12 ou 13 ans que je viens ici, et ça fait 12 ou 13 ans qu'à chaque fois, j'en repars avec un peu plus de saoudade, un peu plus de mélancolie, et un peu plus de colère, d'énormes colères. D'abord parce que, premier point, c'est la méconnaissance par la France de la Guyane. Je suis affolé. Et toujours maintenant. Mais toujours maintenant, dès que je dis à quelqu'un je pars en Guyane, tout le monde s'imagine qu'il y a des Indiens mangeurs d'hommes, qu'on dort avec des anacondas et que on va se faire couper la gorge. Mais venez faire un tour à Marseille, les anacondas en moins, on va trouver la même chose. Donc cette espèce de... Et puis surtout, je crois que dans l'inconscient collectif, le bagne est quelque chose d'extrêmement fort, et on en a peu parlé, à part Papillon, il n'y a rien qui a été fait là-dessus. Alors moi, je me suis contenté dans mon bouquin Les Guyanes, non pas d'aller là où les autres sont allés, j'ai horreur de ça, mais j'ai trouvé quand même quelque chose d'intéressant, c'est le couvent. En fait, c'était le bagne pour femmes à Saint-Laurent-du-Maroni, et ça, personne n'en a jamais parlé. Donc pour moi, la Guyane, c'est ça, mais c'est pas uniquement c'est loin de l'image de la carte postale, et c'est surtout des hommes et des femmes que je rencontre qui me font l'amitié de leur amitié, et voilà, c'est encore une fois, c'est essayer de rembourser. Je passe mon temps à ça. Donc, quand je vais quelque part, c'est pas pour prendre, c'est pour donner. Et donc j'essaie de rembourser ma dette d'amour que j'ai avec la Guyane, et même avec le tome 2, j'y parviendrai jamais. Mais ça, c'est c'est l'espèce de défi incroyable qu'on se donne quand on écrit un livre. On espère que c'est une bouteille à la mer. On ne sait pas qui va le lire. On espère que quelqu'un va le trouver, va l'ouvrir, et que l'alcool qui est à l'intérieur va réussir à le séduire un petit peu. Alors, vous parlez de rapport amoureux avec une femme, avec les femmes, on se fâche. Elle peut disparaître, elle peut nous tromper également, comme nous, on peut faire la même chose. Il y a des choses qui vous fâchent en Guyane ? Bien sûr. Quand je vois d'abord, les mentalités n'ont absolument pas changé. Ensuite, on a remplacé la colonisation par une colonisation économique. On refuse de parler des véritables problèmes. Alors, on pourrait s'arrêter au narcotrafic, au crack et à tout ce qui s'ensuit, mais je crois que le mal est beaucoup plus profond, que la France n'a pas fait son devoir de mémoire elle-même. Ça, c'est la première des choses. Et puis, j'attends avec impatience qu'il y ait aussi peut-être une révolte ou une révolution de la part des Guyanais, qui à un moment donné, et ça, c'est l'une des raisons de ma venue ici, je suis pas là pour écrire la Guyane. Moi, je suis pas Guyanais, je suis français. En revanche, je suis là pour essayer de partager mon expérience pour que les Guyanais écrivent leur propre Guyane. Moi, je n'écris qu'une Guyane vue à travers des yeux de Candide, comme je disais tout à l'heure, entre deux Français, une qui vient du sous-prolétariat, l'autre qui est un enfoiré absolu, c'est à peu près le fils naturel de Macron et Sarkozy, quoi. C'est à peu près ce genre de personnage. Et le troisième est un esclave brésilien qui quitte dans les années 1870 sa plantation et par cabotage va en Guyane parce qu'il est persuadé que c'est la terre de lait et de miel, parce que l'esclavage n'existe plus. Donc c'est toutes ces trajectoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter les histoires au plus près. Dans le grand vent de l'histoire, moi je mets où tout est bien évidemment, j'étais journaliste d'investigation pendant une douzaine d'années, donc toutes les infos sont justes, et je mets des petits bouchons. Ces petits bouchons sont des personnages qui sont les personnages principaux, et j'aime voir comment le vent de l'histoire les pousse d'un côté, de l'autre, surtout comment ils réagissent avec leur bêtise, avec leur intelligence, avec leur courage et avec leur lâcheté. Donc pour moi, écrire la Guyane, je l'écris et j'en suis ni fier ni honteux en tant que blanc, en tant que français, en tant que franco-brésilien. Donc c'est pas ma vision de la Guyane qui est intéressante, c'est la façon dont mes personnages parlent de la Guyane alors qu'ils n'y connaissent rien. Je ne joue pas aux Guyanais, ce serait d'une malhonnêteté absolue. Très bien, vous le dites plusieurs fois et je comprends. Non, mais je comprends pourquoi. Serge, le rapport à la Guyane, c'est un rapport amoureux? Oui, forcément, puisque j'ai quand même partagé pendant un an cette chance de pouvoir tous les soirs parler aux Guyanais, en présentant le journal télévisé donc à RFO Guyane à l'époque. Et naturellement, comme il dit, moi je suis pas de ceux qui viennent pour prendre et qui ne donnent pas. Très très vite, j'ai entretenu une relation très forte avec notamment les populations du fleuve. Je me suis dit... Juste avant, l'accueil, on t'a bien accueilli? Ça n'a pas été facile.
Ouais, je me rappelle. Ça n'a pas été facile. J'y étais à la rue de Vèze. C'était pas facile parce que qu'on le veuille ou non, dans l'inconscient de beaucoup de gens, que ce soit ici aux Antilles, quand on est africain, il y a quelque chose qui, voilà. Mais qu'importe. Moi, c'est pas ça, c'est pas ça le plus important pour moi. L'important pour moi, c'était de dire que nous avions des choses en commun. C'est ça. Et c'est le travail que j'ai fait après quand j'étais sur le fleuve et que j'ai organisé pour la première fois ce voyage retour des Bonnies en Afrique, à l'occurrence en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est ça qui a créé aussi, qui a déclenché quelque chose. On s'est dit, mais lui, il s'intéresse à notre pays. Il vient pas pour prendre. C'est vrai. Voilà. Je me souviens que l'un des premiers mots, des premiers personnages que j'ai découvert quand je suis arrivé, c'était Dekimbo. Oui. Dekimbo, qui était un personnage historique, qui était un brigand. Et je me souviens que c'est ça qui m'avait beaucoup marqué. Et l'histoire de la Guyane m'a tout de suite passionné. Parce que bon, comme tout le monde, j'avais entendu parler du bagne, mais le bagne, c'était pas quelque chose qui m'intéressait parce que pour moi, c'était la prolongation de l'histoire coloniale. On envoyait des gens. Voilà. Moi, c'était les gens d'ici qui m'intéressaient. Et je suis content parce que je suis resté qu'un an en Guyane. Et je suis content parce que justement, aujourd'hui encore, je garde des liens. Et beaucoup de gens se souviennent de mon travail. Et ça, je trouve que c'est important. Ça veut dire aussi que quelque part, on a fait quelque chose qui était utile. Très bien. Et vous, mon cher, la Guyane, fraîchement. Déjà dimanche quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression d'avoir été téléporté d'Abidjan en fait. C'est vrai. Rien n'avait changé, c'était exactement le même ciel, la même température, les mêmes odeurs, les mêmes bruits. Et ça c'était puissant, ça, c'était voire même perturbant. Mes premières images de la Guyane, c'est pas Papillon. Moi, le Papillon, c'est dans les États-Unis. C'est aux États-Unis, en fait. Oui, bien sûr. C'est comme Woman King. C'est une invention hollywoodienne. Oui. Mais les premières images de la Guyane que moi j'ai, ce sont celles que Serge fabrique. Pour dire comment le temps fait écho au temps. Donc en 93, quand il fait son documentaire, moi je découvre ce documentaire-là, c'est là que dans la première fois dans ma tête, putain, la Guyane, c'est vrai, il y a une Guyane française. Il y a des Bonnies là, il y a des Aloukou là-bas, tu vois. Aloukou, voilà. les gars, ils portent le nom de mes oncles, mes tantes, des camarades de quartier et de classe, quoi. Et puis il y a ce film extraordinaire qui est un montage parallèle entre les traditions à Patou là-bas et celle de Krendiabo, d'où lui vient. Et moi je me dis, c'est quoi ce délire là? Et quand on me dit que Damas vient de là-bas, j'arrive pas à faire le lien. Il y a une espèce de hiatus que tu cherches à compenser et tout ça. Et donc après j'ai fait mon chemin personnellement. Et puis je fantasmais, toujours un peu fantasmé cette histoire du marronnier, le marronnage. D'ailleurs, dans mon deuxième roman, Camarade Papa, qui est une histoire qui commence au 19e siècle et qui se déroule en parallèle dans les années 70, il y a un gamin qui est élevé par une vendeuse de bisous guyanaise. Vendeuse de quoi? De bisous, une vendeuse de bisous. Ok. Une prostituée, quoi. Ok. Là, j'essaie de comprendre. Je me suis dit, est-ce qu'il zozote? Il voulait dire bijoux? Non, ok, c'est bien bisous. Une vendeuse de bisous. Et qui lui parle avec emphase de la forêt des bonnies marrons. Comme l'enfant. C'est dans le langage de l'enfant. Là, c'est une vendeuse de bisous qui lui parle des bonnies marrons. Donc, pour moi, il y avait cette idée donc en faisant les recherches, du coup j'ai bossé un peu sur la Guyane et il y avait cette phrase puissante que j'ai lue sur la Guyane de l'esclavage de l'époque. Pendant la saison des pluies, nègre qui a 2 mètres d'avance est un nègre libre. Et donc tu vois pour moi l'idée d'être libre alors qu'on t'impose d'être esclave, ça c'est un truc incroyable. Cette idée que tu ne perds jamais, malgré la violence, malgré le passage du milieu, malgré les Women King qui t'ont attrapé là-bas, malgré le bateau, malgré les chefs nègres qui ont négocié avec les marchands blancs. Malgré tout ça, les gens, ils ont gardé cette espèce de force-là. Et dès qu'ils ont touché le continent, ils ont eu le même choc que moi. Ils ont dit, ici, c'est comme chez nous. Ces gens-là vont pas nous avoir. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont partis. Ils ont gardé ce truc-là. Donc, j'ai gardé cette image poétique de la Guyane. Et puis, récemment, j'ai longtemps craché sur la négritude, hein. Et puis récemment, je dis que... Pourquoi ouais, mais ça va être trop long. Ça va être trop long. Mais j'ai longtemps craché sur la négritude. Et récemment, j'ai dit... Sans que ça soit trop long. Mais ça m'intéresse quand même. Ouais, mais parce que moi je ne voyais qu'une seule chose, encore une fois, la fierté d'être noir. Ça disait rien d'autre que ça. C'est n'importe quoi, la fierté. La fierté. Dès que quelqu'un est fier, il se trompe sur quelque chose. Vraiment, dès que quelqu'un est fier, moi je suis prétentieux. Vous voulez que je partage quelque chose avec vous, parce que c'est un débat que j'ai eu même avec les collègues, avec la rédaction, dans la famille également, à chaque fois qui disait le premier noir à avoir fait ci, premier noir à avoir fait ça. Et là je dis mais c'est un exploit.
qu'est-ce qui se passe? On peut le faire, on l'a fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, mais Gilles, ça va rendre fier les petits. Que dire, c'est possible, on peut le faire également. Il a dit, je sais pas, il y a un truc qui me gêne, le premier. Ok, il l'a fait, bravo. Qu'il soit noir, blanc, indien, etc. Il l'a fait, bravo. Moi, pendant longtemps, et en même temps, je suis d'accord, le fait de vouloir être fier, de dire, ok, mon semblable l'a fait, je peux le faire. Mais ça m'embête. Jusqu'à présent, 2024, je sais pas, qu'on dise le premier à avoir réussi ça, le premier ingénieur, le premier. Parce que qu'est-ce que vous en pensez? C'est symptomatique aussi d'un pays. Qu'est-ce que d'où vous en on pensez? vient, quoi. Ah non, mais moi, je t'ai déjà dit depuis tout à l'heure ce que je pensais de ça. Oui. Nous avons un problème par rapport à une histoire dont certaines ne se sont pas affranchies. Et l'idée, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de faire en sorte que nous ne regardions plus notre vie d'aujourd'hui par rapport au passé. Je comprends. On s'adosse sur le passé, certes, parce que c'est bon de connaître, mais à partir du moment où... C'est important, Serge. Oui, non, mais attends. Non, je veux dire, ce que je veux te dire, c'est le passé là tel que l'ont vécu les gens d'ici ou les gens, voilà, ceux qui sont issus des descendants d'esclaves n'ont pas la même perception du passé qu'un Africain. De toute façon, c'est ce que dit d'ailleurs Césaire et Senghor lorsqu'ils parlent de la négritude. La négritude de Senghor n'est pas la même que celle de Césaire. Et donc justement, c'est ça que l'autre Damas. C'est intéressant, j'aurais voulu entendre vous trois là-dessus. Non, mais allons-y. On va y passer des jours. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est ça que Damas pète, en fait. L'idée de séparer la négritude. Damas, il cherche à recoudre le vagin violet du continent. Il cherche à recoudre ça en mettant des fils entre les bords de l'Afrique et les bords du Maroni, par exemple. C'est ça qu'il cherche à faire. Il cherche pas à rendre les gens fiers, il cherche à reconnecter les gens avec eux-mêmes. C'est ce qu'on fait. Eux-mêmes. Pour moi, par exemple, pour parler de... C'est des mauvais exemples. Souvent, tu sais, le mec qui a réussi là, qu'il soit blanc ou noir, d'ailleurs, le premier à avoir fait ça, c'est toujours un mauvais exemple pour moi. Parce qu'il dit aux autres, regardez, on vient tous du même quartier, moi j'y suis arrivé, et vous pouvez y arriver. Mais non, c'est faux. C'est faux, c'est toujours des mauvais exemples. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment ramener l'éducation de façon populaire, en fait, faire descendre le truc, dégommer tous les princes, dégommer toutes les idées. Tout le monde ne va pas réussir. Tout le monde ne va pas réussir, c'est sûr. Mais il faut, regarde, dans un village africain, quand tu arrives là-bas, les gens, ceux qui sont connectés à leur culture, pas les villages. À 7 ans, tout le monde a à peu près le même niveau de langage. 7 ans. Vraiment, tu entends un gamin de 7 ans parler, il a un niveau de langage incroyable. Exactement le même qu'un vieux de 77 ans. Il a un niveau de culture populaire exactement que les mêmes vieux. Il connaît la tradition. Tu vois, il y a des choses qu'il va apprendre avec l'expérience. Mais du coup, quand le masque arrive sur la place du village, tout le monde sait quelle symbolique ça porte. Absolument tout le monde est ethnologue, absolument tout le monde est sociologue, absolument tout le monde est sculpteur, etc., etc. Et parce que les gens, ils ont ramené la culture à tout le monde. Ici, on fabrique de l'élitisme. Et ça fait 400 ans que les gens font ça. Ils fabriquent une espèce d'élite et tout ça, qui est censé être l'exemple. Et on doit faire comme eux. On doit être des mousquetaires. On doit être des princes, des rois. Des samouraïs. Des choses comme ça. Alors que moi, tout ce que je dis, c'est que justement, le fait, ma Guyane à moi, c'est Damas qui coud des fils, qui ramène finalement les choses au populaire en disant, regardez les amis, notre culture là, c'est vrai, on est Guyanais, hein. Regardez en face on a transporté d'autres choses, y compris les vilaines choses des gens qui nous ont asservis. On a transporté ça. Essayons de comprendre ça déjà, et ça va faire de nous déjà des gens beaucoup plus complets, des gens à 2 pieds. Parce qu'on est beaucoup plus riche que n'importe quel petit blanc, à cause de toute cette croisée de culture-là. Donc moi, c'est ça que je milite. Mais ce que dit Serge Billet, ensuite Jean-Paul Delfino. Ce que dit Armand est juste sans l'être. Ce que tu dis par rapport au village et par rapport à la connaissance, mais qu'on le veuille ou non, et tu sais très bien que c'est le combat qu'on mène depuis des années, les élites africaines, donc dans les villes, sont elles qui phagocytent et qui empêchent aujourd'hui à la fois l'explosion d'une liberté et l'engagement politique que nous avons les uns comme les autres et qui nous a valu d'aller en prison, notamment en Côte d'Ivoire, c'est justement de dénoncer ce genre de choses, de dénoncer cette façon de pouvoir s'accaparer le pouvoir, s'accaparer les connaissances, s'accaparer les richesses et faire en sorte que justement les gens restent phagocytés et à leur place. Donc tu ne peux pas dire et faire croire qu'en Afrique tout est beau, et notamment dans les villages, en oubliant et en occultant que ce qui empêche aujourd'hui l'Afrique d'évoluer, en tout cas une partie de ce qui empêche l'Afrique d'évoluer, ce sont les élites qui sont dans les villes, qui sont au pouvoir, et qui justement font tout pour ne pas qu'on avance. Les camarades de classe de leurs camarades blancs,
Ah mais voilà. Il n'en reste pas moins que c'est leur camarade de classe. Mais c'est ce que Césaire dit quand il dit on enlève les uns pour les remplacer par les autres. Mais ça aussi il faut le combattre. Et ça nous le combattons. Jean-Paul Delfino sur ma question. Alors pour moi, je suis pas un théoricien, je serais peut-être plus proche de la terre guyanaise. Moi, j'aimerais lancer un appel, qui est pas un appel solennel, mais j'aimerais que les Guyanaises et les Guyanais suivent peut-être la trajectoire de jeunes comme Emeline Octavie, comme Rémi Perrault du Ménil, qui sont les premiers, à ma connaissance, à se saisir de l'histoire de la Guyane et surtout à se saisir du passé. Donc j'aimerais, il y a pas mal d'ateliers d'écriture qui sont organisés, j'aimerais que les Guyanais commencent à poser sur le papier leurs souvenirs, ne serait-ce que ça, juste poser des souvenirs, et après, qu'est-ce que ça deviendra, ça c'est un autre problème, mais écrivez votre passé si vous voulez pas que d'autres personnes l'écrivent à votre place. Je crois que ça c'est peut-être l'une des choses à faire aujourd'hui, en résonance avec le festival du livre international de Cayenne. Écrivez. Tous les mots, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, ça s'envole. Les écrits, ça reste, c'est sur du papier. Et à un moment donné, ça passera dans les mains de personnes dans 10, 20, 50, 100 ans. Et peut-être on pourra commencer à reconstituer un puzzle d'une Guyane plus exacte que ce que les théoriciens, non pas mes deux brillants amis que j'adore, mais que les Blancs, peu importe la couleur de peau, ne laissez pas construire votre histoire à votre place. Témoignez de ce que vous êtes aujourd'hui, actuellement, avec ou sans talent littéraire, mais écrivez, vous verrez bien ce que ça deviendra. Rémi, qui est chroniqueur chez nous, qui écrit ses chroniques, d'ailleurs, qui s'appelle les Chroniques Histoire. C'est un grand ami, oui. Voilà, franchement, on l'aime, Rémi, et je sais qu'il est sur plein de projets, et on l'encourage d'ailleurs sur tous ces projets-là. Je rappelle qu'on vous envoie tous aux Zéphyrs pour pouvoir partager et discuter avec les écrivains invités, les écrivains de Guyane, et également sur ce 13e festival. Ils ont mis l'accent sur l'Afrique, sur toute l'Afrique, enfin pas toute l'Afrique, mais une partie de l'Afrique. Serge Billet, Armand Gauze, Jean-Paul Delfino. Ma question sera très difficile, la prochaine. Vous avez écrit un certain nombre de livres, mais s'il fallait en choisir un seul, que nos amis lecteurs guyanais doivent absolument lire parmi tous les livres que vous avez écrits, c'est lequel? Et dites-nous pourquoi. Je vous laisse un temps de réflexion. Jean-Paul Delfino. S'il faut choisir un, dites-nous pourquoi. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Plusieurs? Oui. Lequel vous préférez? Non, on a vu l'appel de balle venir de loin. On a vu l'appel de balle. Non, moi je répondrai. Non, mais en fait, pour les lecteurs guyanais. Oui, moi je répondrai le prochain, parce que c'est le tome 2 de Guyane. Et parce que. Vous jouez pas le jeu, Jean-Paul Delfino. Alors ce sera pour les petits jaguars, parce que voilà. Dites-nous pourquoi. Parce que parce que l'illustratrice a énormément de talent, parce qu'on parle de la Guyane d'une façon différente, parce qu'on parle là encore des Boni. Je pense pas que en métropole on parle beaucoup des Boni ou des Bushinengue dans la littérature jeunesse. Et puis pour les grands, ce serait Guyane avec un S, donc qui vient de sortir en pocket. Ça c'est important, parce que des bouquins à 25 €, tout le monde ne peut pas se les payer. Oui. Et parce que c'est une vision extrêmement caustique de la pyramide du pouvoir instaurée par la colonisation, et j'ai essayé bien évidemment de ne pas être binaire avec les méchants blancs d'un côté et les gentils nègres de l'autre. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est justement voir l'histoire à hauteur d'homme, encore une fois l'histoire du grand vent de l'histoire et de mes petits bouchons qui dérivent comme ils peuvent, qui font ce qu'ils peuvent. Et je crois que un bon livre, c'est un livre où quand le lecteur a terminé, il se pose des questions. Vous conseillez donc de lire Jaguar et Guyane, ça tombe bien, les deux livres seront au festival. Oui. Très bien. Serge? Moi, si j'avais un choix général à faire et un choix pour la Guyane, mon choix général, ce serait d'abord Noir dans les camps nazis, qui est un livre essentiel. Essentiel parce que c'était important de restituer cette part d'histoire qui était méconnue pendant la Seconde Guerre mondiale, la déportation des Africains, des Antillais et des Noirs américains, donc dans les camps de concentration, et puis de leur redonner donc leur part d'histoire par rapport à ce drame, et ce drame qui fait écho aussi à d'autres drames, notamment le drame de l'esclavage, mais pas seulement. Et donc c'était important aussi de raconter comment est-ce que
les premiers camps de concentration n'ont pas été construits par les nazis, mais toujours par les Allemands, mais en Namibie. Et ça, c'est une histoire qui avait été complètement occultée. Donc, c'est d'abord ce livre-là que, d'une façon générale, je pourrais naturellement proposer. Et puis, si je devais, par rapport à la Guyane, justement, comme tu dis, sortir un livre du lot, je crois que ce serait Boni. Boni, parce que pour moi, ça rappelle mon expérience avec la Guyane. Ça rappelle aussi ma passion pour l'histoire de la Guyane, parce que ça raconte notamment comment cette trajectoire de ces gens sont partis de Koumassi et sont arrivés donc en Côte d'Ivoire, comment certains ont été capturés, sont arrivés au Suriname, comment ils se sont battus, comment est-ce que justement le chef Boni a fait sortir une partie d'entre eux pour arriver donc ici en Guyane. Donc cette histoire-là me passionne parce que justement elle fait écho à mon expérience sur la Guyane. S'il faut en choisir parmi les 8, Armand Gauze. Parmi les 8, moi je suis le seul qui va jouer le jeu. Je prends un seul pour la Guyane. Super. Ça s'appelle Cocoyans. Cocoyans. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire du cacao. C'est une histoire du cacao, la plante cacao. Ok. C'est l'histoire le cacao, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. De son introduction en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est la plante du miracle économique ivoirien. Ouais. Mais que personne. C'est la richesse de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc nous on vend des graines de cacao en 2024. Ouais. C'est des personnes ne font du chocolat, personne n'en bouffe. Tu vois, et on vend des fèves de cacao comme des pithécanthropes, des cueilleurs, chasseurs-cueilleurs, quoi. 2024. Et le cacao, il vient d'ici, il vient d'Amérique latine. Exact. Il a été imposé. C'est une plante qu'on ne mange pas. C'est une plante qui ne soigne pas. C'est une plante qui ne guérit rien, mais qu'on nous a imposé de planter pour payer l'impôt de capitation, qui va nous soumettre nous-mêmes. Et d'accord, donc je reviens si l'histoire de cette plante là, Regardez par exemple la cocaïne, d'où le terme cocoayans. Oui, cocoayans. Cocoayans. Ouais. On a l'impression de lire cocaïne. La cocaïne fabriquée par des bandits incultes dans la forêt amazonienne, les mecs qui ne vendent pas une seule feuille de coca. Ils vendent de la cocaïne. Il n'y a pas 1 milligramme de cocaïne qui est sniffé dans le monde qui n'est pas fabriqué dans la forêt amazonienne. Pas 1 milligramme. Et nous qui avons des États créés avec des grands intellectuels, des grands ingénieurs, tout ça, on n'est pas capable de dire à l'espace colonial, à l'empire colonial, mais allez vous faire foutre. Nous, on ne vous vend plus de cacao. Déjà parce que ça a découvert 80% du couvert végétal, parce que ça n'a pas de sens. Au moins, on va chercher à en profiter. Si vous voulez désormais manger du chocolat, écoutez, vous allez payer le chocolat chez nous directement. En plus, pour faire du chocolat, c'est de la cuisine, bordel. C'est pas Ariane 6. C'est de la cuisine. C'est des fèves qu'on chauffe, quoi. Oui. Imaginez si, aujourd'hui, nous, le premier producteur... D'ailleurs, ici, à Regina, nous avons... j'oublie son nom, dommage. Qui plante son cacao, qui fait son chocolat lui-même, voilà. Et quand les gens sont de passage chez lui, c'est son chocolat, ce sont ses œufs brouillés avec, bref, tout ce qu'il y a autour de lui. Du cacao. Pas que du cacao, mais tout ce qu'il y a autour de lui, dont les cacaos. Quand les gens viennent manger chez lui, c'est tout ce qui pousse autour. Donnez-moi son nom là sur le Facebook Live. Allez, continuez. Et donc, nous, on n'est pas capable de faire ça, quoi. Ouais. Des États organisés, indépendants depuis 60 ans. Et justement, la question de l'indépendance, c'était la question du cacao. Ouais. D'ailleurs, il y a une série d'ailleurs sur Canal+ autour de ça, une famille, cacao, machin. Bref. Non, mais ça me fait pire dans les dents. Oui. Vous savez de quoi je parle? Exactement, je sais même qui a écrit ça. C'est des gens, une famille de bourgeois du cacao. C'est des gens fascinés par des princes encore. Et donc l'idée c'est ça en fait. Ouais. Donc ce livre-là, Cocoyans, revient sur le fait, quand on dit qu'on est indépendant, pour dire que tu es indépendant, il faut d'abord définir ta dépendance. C'est pour ça que connaître le passé, c'est important. Ouais. Qu'est-ce que tu perds quand tu dis que tu as eu quelque chose? Voilà, donc je reviens un peu dessus. Je crois que c'est un livre qui résonnerait dans la tête des Guyanais. Donc le titre du livre c'est Cocoyans. Cocoyans. C'est écrit presque. Il sera au salon?
Ouais, j'espère. Sinon, il faut aller le chercher. Ouais, mais c'est facile à trouver partout. Oui, c'est beaucoup plus facile à trouver que la cocaïne. Vous me donnez. C'est vrai. Vous me donnez envie d'aller le lire. Donc effectivement, Cocoyans à suivre absolument. Messieurs, on se donne rendez-vous au salon du livre aux Zéphyrs. Nous, Radio Pays, on sera là-bas. On aime cette ambiance-là. Un mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire un petit peu, Jean-Paul Delfino, quand vous dites écrivez. Les auditeurs nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là? Je vous donne le mot de la fin. On fait un tour de table. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? À part venez au festival et écrivez. Encore une fois, je sais que ça a l'air ridicule, ça a l'air absurde, ça a l'air futile, mais ce qu'ils écrivent aujourd'hui, le présent qu'ils vont porter sur le papier aujourd'hui, ça va devenir des mines d'informations qui appartiendront au passé dans 50 ans. Donc il faut que les Guyanais écrivent leur Guyane. Et ils doivent pas laisser le soin de faire ça ni à des chercheurs, ni à des intellectuels, voilà, il faut prendre son propre destin en main, c'est prendre son propre présent et essayer de le formaliser comme un cadeau qu'on fait aux générations futures. Donc ne pensez pas qu'à vous-même, pensez à vos enfants, vos petits-enfants. Et encore une fois, je ne suis pas un grand intellectuel. Moi, je reste à hauteur d'homme, à hauteur de femme, et je crois que c'est important d'écrire le quotidien aujourd'hui des gens, et qui mieux que ceux qui le vivent, qui pourront le faire. Alors quand vous dites écrire, quelque chose qui revient systématiquement, je crois que j'avais même fait un grand forum là-dessus, c'est déjà lire et réapprendre à écrire, parce qu'on a perdu le sens de l'écriture avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces choses-là. On est devenu un peu fainéant, on n'écrit plus, on lit plus de la même façon. Oui, mais quand Macron annonce cette année va être la grande année de la lecture, excusez-moi, mais c'est un abruti. Macron a dit ça? Oui, il a dit ça. Une grande année de la lecture ne signifie rien si c'est pas une grande année de l'écriture aussi. Il faut fixer par des mots, avec un stylo et un papier, il faut fixer son esprit sur le papier. Et ce n'est que quand on lit et que l'on écrit que l'on peut comprendre le monde dans lequel on est. Il dit des choses, Macron. Oui, et trop de. J'adore. Serge Billet, mot de la fin. Juste dire que j'ai hâte de rencontrer, de retrouver des gens que je connais, peut-être aussi des gens que je ne connais pas. Et c'est vrai que chaque fois que je reviens en Guyane, il y a des noms de gens avec qui j'ai cheminé, que ce soit Anastasie Bourquin, Anastasie, elle sera au salon de toute façon. José Charles Nicolas, Catherine Boutet, et puis on pense aussi à ceux qui sont partis comme Mon Désir et tout ça. Voilà, donc c'est un plaisir, et chaque fois il y a toujours un mot quand je viens en Guyane qui me revient, qu'on entendait à la radio tous les matins. Lola Linkaleve, Gade qui boit au café flèche. Exactement, et ça tout le monde l'a répété toute la Guyane. Ce qui signifie Ce qui signifie Lola Linkaleve, Gade qui boit au café flèche. Bon, en fait, ça signifie selon le temps. Comment tu attaques ta journée, quoi, là. Formidable. Merci. Oui, c'est vrai, c'est bien de donner la signification, c'est vrai. Belle rencontre, Armand Gauze. J'ai envie de continuer la discussion. Rendez-vous aux Zéphyrs, et de vous lire, vraiment. O News Radio sur outremernews.fr.